Après cette riche session sur la coronaropathie, donc allant du diagnostic à l'imagerie, aux nouveautés de revascularisation, je pense qu'il y aura beaucoup de questions dans la salle. Je ne sais pas s'il y a déjà une question. Oui, au fond. Ma question est pour Kamel. S'il te plaît, quand est-ce que tu mets la colchicine? Parce qu'il y a un grand problème, on ne sait pas quand est-ce qu'il faut mettre la colchicine. C'est pour toi, Kamel. Je peux poser une deuxième question? Oui, c'est pour Madame Gillard. Moi, je n'ai pas compris ce que c'est que l'enjeu FR. Je n'ai pas compris. La colchicine, et donc la question c'était quoi par rapport à la colchicine? Quand est-ce que la colchicine est prescrite? Alors, a priori, la colchicine devrait être donnée chez le coronarien chronique à la sortie de l'hôpital. Elle devrait être initiée à l'hôpital à la dose de 0,5 mg par jour. La problématique, c'est que pour l'instant, sur le plan de la mortalité, ça ne fait rien, puisqu'il y a un petit peu moins, apparemment, sans que ce soit significatif, de décès cardiovasculaires, mais qui sont compensés par une augmentation du nombre de décès toutes causes. Ça, je vous parle des études, hein. Je n'ai pas l'explication, enfin l'explication, elle est assez tordue, parce qu'on considère qu'à cette dose-là, puisque des études, je crois que c'est des études qui ont été faites à double dose, n'ont pas montré davantage, même sur les éléments qui ne sont pas la mortalité. Donc effectivement, on peut mettre la colchicine à 0,5. C'est une piste, hein. Je ne pense pas que tous nos patients coronariens aujourd'hui devraient être mis sous colchicine à 0,5, mais les plus graves, entre guillemets, d'entre eux pourraient bénéficier de cette thérapeutique. Ça fait partie d'un certain... Le concept est séduisant, parce que c'est l'inflammation. C'est la lutte contre l'inflammation. Il y a eu le canalimab, mais qui coûte très cher et dont les résultats en termes de mortalité, là aussi, d'effets secondaires, n'ont pas bien marché. Il y a eu le méthotrexate, qui a été évalué aussi, mais là aussi, le méthotrexate, c'est une molécule qui est assez toxique et on a eu des effets secondaires et essentiellement plus de mortalité. Donc c'est la seule piste pour l'instant de lutte contre l'inflammation. Alors certains préconisent par exemple de donner qu'à des gens qui ont une CRP ultrasensible un peu plus élevée, etc. Ça n'est pas encore... mais c'est une piste. La deuxième question était pour professeur Gillard. Juste pour continuer dans le même sens, il y a eu une deuxième question sur le FFRCT, donc aspect technique, comment on procède, et on demande même sur le logiciel de post-traitement, aspect technique et logiciel post-traitement, toujours dans le même sens. Alors, en ce qui concerne l'enjeu FFR, enfin la QFR, c'est lié au fait que vous réalisez deux incidences de la coronarographie, c'est-à-dire qu'en fait, vous voulez refaire un 3D. Donc, vous faites deux incidences séparées de 30 degrés de différence, d'angulation. On injecte, il faut que l'injection soit parfaite, sous trinitrine. Et ensuite, le système, le logiciel reconstruit en moins d'une minute la coronaire en 3D, et par le flux qui se produit, qui se propage lorsque l'on commence l'injection et lorsqu'on l'a fini, l'étude du flux plus cette reconstruction 3D permet d'avoir, avec des algorithmes mathématiques assez puissants, permettent de déterminer le retentissement physiologique, donc de calculer la FFR. Et donc on a, comme je vous l'ai montré sur la courbe, il y a eu des tas d'études qui l'ont comparé à la FFR invasive, et on a une sensibilité et une spécificité qui est strictement identique à la FFR invasive. Ça, c'est pour les médecins qui ne veulent pas mettre un guide dans la coronaire et qui pourront retrouver la même chose, mais de façon non invasive. Et seulement, ça ne marche pas sur les ostias du tronc commun ou de la coronaire droite. Le deuxième point, pour la FFRCT, donc c'est pareil, mais là, pour le moment, la seule FFRCT qui fonctionne réellement, c'est celle qui nécessite que l'on envoie les scanners en Californie.
C'est le système HeartFlow. Donc on a eu des tas d'études, des études randomisées, des études de qualité de suivi des patients. Le problème, par exemple, pour la France, c'est qu'on n'arrivera jamais à obtenir un remboursement. Ça ne sera pas possible. L'État ne supportera pas qu'on envoie les données de nos patients aux États-Unis. Et donc il existe actuellement de nombreux travaux et qui sont, donc on est en phase 3, où on va utiliser les principes de la QFR et l'associer au scanner, et de façon à obtenir, pareil que pour la QFR, obtenir une analyse physiologique de nos sténoses coronaires d'emblée après le... Donc pour le système d'angio-FFR, je ne sais pas, est-ce que vous travaillez avec le système de Biotronic, parce que justement on vient de le présenter au Maroc. Est-ce que vous avez une idée sur le coût? Parce qu'ici on nous offre un coût d'environ 30 000 €, mais le problème, ils imposent des mises à jour régulières, et donc ils sont payantes. Donc je voulais voir dans quelles conditions vous travaillez. Est-ce que c'est le même système? Est-ce que ce système est fiable? Alors, je ne savais pas que Biotronic en avait un, mais c'est Medis. Moi, c'est le système Medis. Alors, des fois, le système Medis, il est revendu par d'autres compagnies, c'est possible. En tout cas, le Medis, le coût du logiciel, c'est un coût annuel de 30 000 €, c'est vrai. Donc, nous, on a fait des deals avec des stints, etc., pour essayer de... Mais il est renouvelable tous les ans. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est d'obtenir un remboursement pour essayer justement ou bien d'imposer aux compagnies de Philips, Toshiba, GE, etc., de le mettre dans leur offre de vente quand ils nous vendent un système de coronarographie. Mais pour le moment, ça a un coût, c'est sûr. Alors, il y a le problème, c'est que la FFR en France est remboursée, mais le temps pris par la mise en place du guide, etc., fait qu'elle n'est pas aussi utilisée qu'elle devrait l'être. Et donc, on se demande, par ce biais-là, si on n'y arriverait pas. Et c'est comme ça qu'on va essayer d'expliquer au gouvernement que l'intérêt de rembourser cette technique qui permettrait d'avoir une angioplastie plus efficace de nos patients guidés sur la physiologie dans l'angor stable. Hein. Voilà. Chez nous aussi, ça peut être très intéressant puisqu'il n'y a pas de consommables. Parce qu'en fait, c'est le consommables le plus cher. Donc, si c'est un logiciel, je pense qu'à l'avenir, les prix vont baisser des logiciels. Et chez nous aussi, on doit aussi pousser un petit peu pour les rembourser au Maroc. Il faut vraiment respecter les deux injections de bonne qualité. Et je vous dis, pour le moment, les Ostia de tronc et droite ne marchent pas. Il y a professeur Khel qui est avec nous à la modération et qui veut intervenir à distance. Oui, merci Zainab. Je suis désolé de ne pas être... Le son. On ne vous entend pas. Le son. Non, maintenant. Écoutez là. Et vous m'écoutez? Vous m'écoutez là? Oui, oui. Hein? Oui, tout à fait. Oui. Je disais, merci beaucoup pour cette session intéressante. Je suis désolé de ne pas pouvoir être avec vous. Ma question, c'est beaucoup plus pour... J'ai deux petites questions pour professeur Gillard. La première, c'est concernant... Est-ce que vous avez un délai particulier quand on veut utiliser le traitement médical optimum pour un angor réfractaire? Est-ce que vous avez un délai particulier de le dépasser pour indiquer l'endoprothèse du sinus coronaire? Ma deuxième question concernant la dysfonction VG chez l'ischémique, est-ce qu'il faut maintenant laisser de côté la recherche de viabilité quand on sait que la dysfonction VG est principalement due à la maladie coronaire?
Alors, en ce qui concerne le délai, on estime qu'il faut quand même attendre 3 mois sur la dernière revascularisation pour être sûr que le patient ne sera pas amélioré. Donc, quand on est sûr que le patient n'est pas amélioré par la dernière revascularisation, l'ultime revascularisation, dans ces cas-là, on peut implanter le sinus réducteur. J'ai oublié de vous dire un élément fondamental, excusez-moi, c'est que ça ne marche que si l'ischémie est d'origine gauche. La coronaire droite, ne se jetant pas dans le sinus coronaire, ne sera pas impliquée. C'est-à-dire que si vous avez malheureusement un angor-réfractaire lié à la coronaire droite, ça ne marchera pas. Donc il faut vraiment que l'angor-réfractaire soit lié à la coronaire gauche. En ce qui concerne l'insuffisance cardiaque, dans l'étude CHAM et dans l'étude Réduceur, on avait éliminé les patients qui avaient un mauvais VG, même si celui-ci était lié à la coronaropathie. On sait que ça marche quand même. Mais il faut quand même malheureusement une recherche d'ischémie, parce que si on n'a pas de recherche d'ischémie, on n'est pas du tout sûr que la symptomatologie soit liée est une influence de la microcirculation, et donc ça ne marchera pas. Par contre, ça marche très bien sur les INOCA, chez les patients ou les patientes qui n'ont pas de lésions coronaires, qui ont un angor. On sait que ça marche, mais là, c'est une deuxième partie, et pour le moment, nous, on se focalise sur les patients qui ont une lésion de leur artère épicardique. Et donc, pour le VG, on recherche quand même l'ischémie, en tout cas pour le moment. Là, on prend une dernière question en salle et on passe. Il y a des questions sur l'application. Donc, ma question, elle est pour le docteur Bouralem par rapport au suivi. J'ai du mal à ne pas envisager un test d'ischémie si j'ai un coronarien diabétique revascularisé, par exemple, par 2 ou 3 stents ou sur 2 ou 3 troncs à 1 an. Et pour pousser un peu plus loin, c'est-à-dire que si vous avez par exemple quelqu'un qui doit être opéré, on sait que des fois ils sont perdus de vue, il vient pour un pré-op d'anesthésie générale, 11 d'hémoglobine glyquée, électronormal, il monte 2 étages, il n'a pas de douleur, est-ce que vous l'envoyez à la chirurgie? Sans test d'ischémie, hein. Non, en fait, tu as raison, mais c'est-à-dire c'est comme l'histoire de la biologie, c'est pas moi, hein, c'est les recommandations. Hein. C'est ce qui a été publié sur en pratique, ben, évidemment, c'est le bon sens, c'est-à-dire il y a des fois où tu vas le faire et des fois où tu vas pas le faire. La seule chose qui ressort de l'idée générale, c'est qu'on en fait trop, pour l'instant. Voilà. Maintenant qu'un certain profil de patient, comme tu me dis, le diabétique tritronculaire, etc., il est dans ce qu'on a dit, c'est-à-dire le diabétique tritronculaire revascularisé. 1 an, pourquoi 1 an, hein? Tu vois, c'est ça. Oui, mais la rosténose n'est pas ce qui charrie vraiment les éléments cliniques, etc. C'est essentiellement l'acutisation de la maladie et les nouvelles lésions, la progression de la maladie athéromateuse. La rosténose n'est pas l'élément, si tu veux, il est très rare, enfin il est très rare. Les 5% de rosténose, c'est peut-être moins de 15% qui arrivent en syndrome coronaire aigu et qui font des syndromes coronaires aigus. En général, la clinique par l'avant, on les détecte, etc. C'est pour ça que ça n'est pas l'idée générale, c'est de considérer que le coronarien revascularisé re-rentre dans le cadre d'un coronarien normal. Et qu'il n'y a pas besoin de rester axé sur la lésion qui a été revascularisée, et que c'est l'ensemble des critères dont tu parles, hein, c'est-à-dire le diabète, etc., qui vont déterminer si tu vas faire des tests d'ischémie plus ou moins, en général privilégier les tests d'imagerie. Mais je ne pense pas que ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire 6 mois, 1 an, etc., est réellement la meilleure manière de faire. Moi, je ne fais pas. À la base, moi, ni je consulte, ni je fais des preuves d'effort, ni donc c'est les collègues qui font ça. Moi, honnêtement, oui. Moi, je considère qu'on devrait s'obliger c'est la lettre de sortie. On devrait se fixer les objectifs. Voilà, c'est pour ça, quand je te donnais l'exemple du patient fonction VG normale, monotronculaire, dilaté, etc., là, on devrait dire, ce type, il faut arrêter de l'embêter, vous le voyez 1 fois par an, vous lui faites un ECG, sauf s'il y a un souci particulier, pas d'épreuve d'effort. Et si on fait quelque chose, je pense qu'il faut faire il faut faire des tests d'imagerie. Alors pour professeur Htaoui, j'ai deux petites questions. Bon, la première, est-ce que dans ta pratique de tous les jours, est-ce que tu as arrêté de pré-traiter les enstémies? Et tout en sachant que les recommandations ont été faites avec le prasugrel. La deuxième question, bon,
Deuxième question, c'est pour les bêta-bloquants. Alors, les critères, on juge d'arrêt ou pas de bêta-bloquant dans les suites d'un STEMI revascularisé. Je n'ai pas entendu la dernière. Sur quels critères on juge de l'arrêt ou pas du bêta-bloquant dans les suites d'un STEMI revascularisé? Bon, je pense que je peux commencer par la dernière parce qu'elle est plus simple. C'est vrai que, comme je l'ai montré, il y a la question des infarctus qui sont compliqués, qui ont gardé dysfonction VG, qui gardent de l'angor ou des troubles du rythme. Personne ne se pose la question s'il faut arrêter les bêta-bloquants. On ne les arrête pas. La seule question qui se pose maintenant, c'est les malades qui ont été un infarctus non compliqué, simple, des suites simples, etc. Il paraît que prolonger le bêta-bloquant n'est pas intéressant, mais après, le délai, c'est ça ce qu'on veut répondre à cette question. Est-ce qu'au bout de 3 mois, 6 mois, est-ce que juste après la revascularisation, comme on le fait pour l'héparine, par exemple, qu'on arrête immédiatement après, ça on ne sait pas. Pour le pré-traitement, moi, je vous dis les choses honnêtement, en pratique. Beaucoup de malades qu'on voit, c'est avec un peu de retard, donc on a le temps de les mettre déjà sous, le plus souvent sous Plavix. Et puis pour les autres, pratiquement on n'a pas le temps. Plus souvent, on reçoit un malade pour un infarctus, il est déjà donc en salle, on fait ce qu'il faut faire et il reçoit son Brilique à la fin du geste en salle de cathète. Donc ça revient à dire qu'il n'y a pas de pré-traitement. Ça c'est ce que je vois de mon petit coin, mais après je ne sais pas pour les autres quelle est leur expérience. Notre ami ici présent a certainement plus de malades que moi. Le pré-traitement, je crois que c'est juste pour attirer l'attention que c'est probablement pas obligatoire et ça doit être, à mon sens, un message probablement pour les urgentistes, par exemple, qui eux, si jamais c'est eux qui voient le malade en premier, est-ce que c'est nécessaire qu'ils lui donnent du Plavix avant de l'envoyer en salle? S'ils pensent qu'il va l'envoyer immédiatement, les recommandations vous disent c'est pas la peine. Même, je dirais, pour l'héparine aussi, l'histoire de l'héparine, qu'on passe en sous-cutané, et qu'on se retrouve 1 heure après en salle de cathé, on ne sait pas avec quoi on va compléter. On aurait aimé qu'il le passe en IV, ça nous arrange. Voilà. Toujours pour cette histoire d'arrêt des bêta-bloquants, c'est-à-dire est-ce que les patients doivent avoir une fréquence cardiaque entre 50 à 60, et là on est autorisé d'arrêter les bêta-bloquants. Pour les patients qui ont une fréquence cardiaque aux alentours de 80 battements par minute, par exemple. Alors à 50-60 battements, est-ce que ça veut dire qu'il ne tolère pas cette... Est-ce qu'on l'a considéré comme bradycardie? Moi je ne vois pas. S'il la tolère, s'il est bien avec, aucun problème. Et surtout s'il a d'autres raisons pour garder ce bêta-bloquant. S'il a, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une raison cardiologique, il y a de l'angor, il y a des troubles de rythme derrière. Bon, on vise 70, d'accord, mais s'il est à 50-60, s'il tolère, on peut garder, on peut diminuer la dose, c'est vraiment au cas par cas. En fait, effectivement, les études dans le STEMI qui ont été faites pour dire qu'il n'y a probablement pas d'indication à pré-traiter les malades sous non-STEMI, quand on les revoit, c'était plutôt avec le prasugrel. Est-ce que vous pensez que plutôt le clopidogrel ou le ticagrelor ferait mieux, ou c'est toujours dans le même sens quand on ne peut pas faire quelque chose au bout de 24 heures? En pré-traitement? On ne pré-traite pas, oui, en pré-traitement. En pré-traitement, peu importe, est-ce que c'est le clopidogrel ou le ticagrelor, hein, c'est l'idée que ça ne va pas changer grand-chose en termes de... Après oui, on avait cette, si vous voulez... On avait cette hantise de dire, quand je mets au malade du clopidogrel et 1 heure après, il va atterrir en salle, ça n'agit pas suffisamment à temps, et donc on aurait aimé lui mettre du Brilique, et si jamais c'était une angioplastie complexe, etc., et on veut passer du Brilique immédiatement, bon, il n'y a aucun problème. On peut le faire sans tenir compte de ce qu'il a pris avant. Donc il y a toujours un moyen de rectifier. Et encore une fois, les recommandations maintenant sont claires là-dessus. Le pré-traitement n'est pas obligatoire. N'est pas obligatoire ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Il y a des situations où on a le temps, le malade est à risque hémorragique très faible et on peut le faire. On a une question donc, concernant l'angor réfractaire pour professeur Gillard. Donc, concernant le risque de thrombose
de stent et l'utilité d'utiliser les anticoagulants en cas d'usage de cette procédure pour traiter le patient. Bon, en fait, on en a suivi pas mal, et pas que nous, hein, parce qu'on n'en a pas fait assez. Il semblerait qu'il n'y en ait pas, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de thrombose de sinus. Alors, en médecine, jamais ça n'existe pas, mais disons que la probabilité est faible. Donc, pour le moment, on recommande de faire double antiagrégation plaquettaire, mais parce qu'on est des cardiologues interventionnels et que c'est tout ça, c'est tout ce qu'on sait faire, donc on demande, mais sans aucune preuve clinique. Il serait plus logique de mettre en effet des anticoagulants, puisque c'est le système veineux, mais ce n'est pas recommandé pour le moment. Donc pour le moment, on en est quand même un petit peu au début de tout ça. On recommande 3 mois d'antiagrégation plaquettaire sans aucune preuve clinique, mais on n'a pas retrouvé de thrombose du sinus coronaire. Une deuxième question, donc concernant la revascularisation de tronc commun gauche. Donc un tronc commun gauche asymptomatique, faut-il faire un test d'ischémie ou pas? Et la deuxième question, c'est toujours dans le cadre de l'atteinte de tronc commun gauche. Donc pour quelqu'un qui a un syntaxe moins de 22, est-ce que le fait d'avoir une sténose au niveau ostial, au niveau médian ou au niveau de la bifurcation, ça intervient donc dans la décision d'orienter la revascularisation vers la chirurgie plutôt que vers une angioplastie? Alors, sur le tronc commun gauche, la recherche d'ischémie, elle est toujours très compliquée parce que notamment nos tests d'ischémie non invasifs, comme le territoire est tellement important que tout est un petit peu modifié. Donc, mais j'en reste à me dire que même quand il est, surtout lorsqu'il est asymptomatique, il faut être sûr que ce tronc commun gauche est réel, c'est-à-dire que la sténose que l'on individualise à la coronarographie a bien une répercussion. Donc, de toute façon, il faut rechercher s'il y a une répercussion. En ce qui concerne la revascularisation, on a vu que l'angioplastie était une décision de 1A sur les troncs communs qui étaient avec un syntaxe score inférieur à 22. Alors, l'ostium du tronc commun ne pose pas beaucoup de problèmes sur l'angioplastie, la bifurcation plus, mais si on a un score de syntaxe de 22, ça veut dire qu'on n'a pratiquement que cette lésion du tronc commun et que le reste des artères est saine. Donc, a priori, l'angioplastie est tout à fait indiquée. Là, il y a une dernière question par rapport à le patient revascularisé à la phase aiguë en anti-agrégation plaquettaire et chez qui on doit intervenir en chirurgie extracardiaque. Quelles seraient peut-être les modalités de l'évaluer de façon plus fine? On autorise, on arrête, on fait peut-être un test d'ischémie. Donc le patient a été revascularisé, il est sous bithérapie anti-agrégation plaquettaire, il doit avoir une chirurgie extracardiaque. Quand? La phase aiguë, donc dans les 2 mois. Dans les 2 mois, dans le post-infarctus? Oui, dans les 2 mois post-angioplastie, la syndrome coronarien aigu. Ouais. Je ne sais pas si j'ai du mal, hein. C'est l'Alzheimer. Donc, à 2 mois de son angioplastie, il va avoir une chirurgie. Extracardiaque. Donc, c'est par définition une chirurgie urgente. Une chirurgie urgente. Chirurgie obligatoire. Obligatoire et urgente, eh ben, tu n'as pas le choix. La quasi-majorité des chirurgiens, ça dépend de la chirurgie en fait. Ça, les recommandations très très détaillées, tu les retrouveras beaucoup plus dans les recommandations de des anesthésistes qu'en cardiologie. Ça dépend du type de chirurgie. Il y a un certain nombre de chirurgies, par exemple l'œil, l'ORL, certaines chirurgies orthopédiques, etc. Tu peux les faire sous bithérapie anti-agrégation plaquettaire. La maxillofaciale, tu peux la faire aussi, un grand nombre, tu peux les faire. Dès que tu vas dans les viscères, la prostate, etc., il faut arrêter l'inhibiteur de la P2Y12 et il faut l'enlever normalement. Pour le Plavix, c'est 5 jours, c'est 5 jours pour le Plavix et le Brilique, et c'est 7 jours pour le Prasugrel. Maintenant, si la chirurgie cardiaque est réellement urgente, etc., ben c'est une problématique qui devient une problématique chirurgicale. Si tu l'arrêtes le jour J et il se fait opérer soit à 24, soit à 48 heures, soit à 3 jours derrière. C'est des situations pour lesquelles les recommandations, quand la chirurgie est urgente, ne marchent pas. Ça va dépendre du risque hémorragique de la chirurgie essentiellement. Et donc, c'est déterminé par le chirurgien, l'anesthésiste. Mais évidemment que la première attitude, c'est d'arrêter la thiénopyridine et normalement de l'arrêter pendant la période de sa
Par exemple, pour les thiénopyridines, c'est, je vous ai dit, 5 jours et 7 jours. Pour les AOD, c'est en fonction de la demi-vie de chaque molécule, etc. Toujours pour toi, Kamel. Pour les patients dilatés sur le tronc, tu les contrôles par coroscan, coronarographie? Non, coronarographie jamais, pour une raison toute simple, c'est que moi je fais partie de ceux qui, même quand on fait une bifurcation distale du tronc, moi j'ai tendance à mettre les stents à l'ostium du tronc. Il y a un grand nombre de gens qui font ça, c'est-à-dire même si la partie proximale et l'ostium du tronc est sain, on fait ça pour éviter ce qu'on appelle l'edge effect et les rosténoses ou les dissections qu'on ne voit pas bien, etc. Aller coronarographier un tronc dont le stent est à l'origine, tous ceux qui font du cathé le savent, il faut être très prudent parce que tu risques de déformer le stent. Donc la coronarographie ne sera faite que s'il y a un événement qui doit te faire penser que tu as une revascularisation à faire ou un événement aigu. Mais les contrôles, c'est vrai que c'est l'une des indications du coroscanner qui date de longtemps, parce que c'est là où vraiment la pertinence du coroscanner peut te montrer une rosténose, etc., au niveau du tronc, mais en réalité, on les contrôle pas, tant qu'il n'y a pas d'événement. C'est globalement un minimum. Moi, j'ai regardé on a dû faire, je sais pas, 110 troncs sur l'année. La moyenne des ballons avec lesquels on fait du pot, c'est 4,5. Donc on est sur des très très gros diamètres. La problématique de la rosténose, elle est minime et en général c'est l'ostium de la circonflexe. Donc l'impact clinique n'est pas majeur, etc. Donc tu peux les laisser tranquilles et ne les contrôler qu'à partir du moment où il y a un élément clinique. On a une question donc, concernant l'imputabilité des lésions coronaires en cas de dysfonction VG. Vous préférez donc la FFR ou plutôt l'imagerie, donc imagerie, c'est-à-dire recherche d'ischémie par imagerie? C'est une excellente question, c'est vrai que ça se pose. Alors moi j'aurais tendance à dire que l'imagerie ne peut pas remplacer la physiologie, n'a pas d'impact sur la physiologie. Au début, quand on n'avait pas la FFR, on faisait de la physiologie à partir d'imagerie. On disait le tronc devait faire 5 mm², en dessous c'était cinéosé, etc. On s'est aperçu que ça n'avait pas de pertinence, surtout que les patients sont différents, les femmes, les hommes, etc. Donc nous on a tendance, même si le VG est altéré, à faire quand même une analyse physiologique de la sténose. Merci, professeur Gillard. Merci pour votre présence, pour votre attention. Donc, notre séance arrive à sa fin.